You bent the bow of God's wrath. I'm God's arrow. En 2020, alors que le monde se retrouve confiné entre quatre murs et en plein chaos planétaire, naît en France un duo à la fois sombre et épique, Lunar Tomb-Fields. Un nom poétique que l'on pourrait traduire par « les chants funéraires lunaires », pour un groupe qui pratique un black metal atmosphérique tour à tour, envolé, mélancolique et mystique. Les 4 morceaux du premier album, The Eternal Harvest, la moisson éternelle, racontent la force des éléments, la tragédie de la destinée humaine et célèbrent la beauté des étoiles. Le second album, An Arrow to the Sun, une flèche vers le soleil, poursuit dans cette ambiance dramatique et désespérée, portée par un chant tout en nuances. M, la voix du groupe, nous emmène sur les multiples sentiers de son inspiration, nourrie de lectures éclectiques, de classiques en lecture contemporaine, sans oublier l'histoire et la mythologie. Grand lecteur, M va nous embarquer dans les recoins et secrets d'une pile à lire vertigineuse. Bookalichou, c'est un podcast faisant partie du label Podcut, dont vous trouverez le lien dans la description. Dans la description également, vous trouverez les liens pour le Bandcamp de Lunar Tomb-Fields, que je remercie pour l'habillage sonore de l'épisode, et vers son label, Les Acteurs de l'Ombre. Partons ensemble à la découverte de ces chants funéraires. Bonjour Clément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous donner, situer un petit peu Lunar Tomb-Fields, dire quelques mots sur le groupe, le style et l'univers général avant qu'on parle plus de livres? Oui, alors Lunar Tomb-Fields, donc c'est un projet qui est né donc en 2020 lors de la pandémie de Covid, lors du confinement. En fait, c'était le moment en fait de concrétiser quelques idées que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Donc j'ai composé le premier album dans mon coin et puis j'ai fait appel à Al, donc qui est l'autre membre du groupe, qui m'a rejoint et donc on a composé le premier album, on a terminé le premier album donc pendant le confinement et puis nous avons donc depuis sorti un deuxième album. Donc les deux sont sortis sur le label donc, des Acteurs de l'Ombre. Et pour le style, je pense qu'on peut dire qu'on fait un black metal au sens large du terme. On aime bien de se donner simplement l'étiquette de black metal, peut-être plus atmosphérique sur le premier album, peut-être plus épique sur le second, et peut-être que ce sera différent à l'avenir. On n'a pas trop donné d'étiquette, on veut laisser notre créativité justement la plus large possible. Donc on est deux, et puis on est sur scène accompagné de 2 amis pour nous aider donc à retransmettre tout ça sur scène. D'accord, et vous êtes donc deux au cœur, à la composition, et l'univers, il part de vous deux, j'imagine. C'est ça. On n'est que 2 vraiment aux manettes, que ce soit pour la musique, le concept, absolument tout. Oui. Et il y a un lien au visuel qui est déjà très fort dans le métal, hein. Les pochettes, c'est quelque chose à part entière. Et Lunar Tomb-Fields ne fait pas exception, puisque les pochettes sont fortes, sont très picturales. Comment se passe ce choix, la conception et la création de l'univers graphique du groupe? Alors, c'est vrai que déjà on est sensible, on est énormément sensible en tant que fan de musique aussi. On a toujours été attiré justement par l'aspect visuel. Pour le premier album, où je voulais absolument faire appel à un peintre qui s'appelle Denis Forkas, un peintre russe, parce que j'aime vraiment son univers et je trouve que ça colle complètement à nos thématiques et puis aux imageries auxquelles on fait appel. Cependant, il ne pouvait pas donc nous faire de création originale, donc on a pioché en fait une de ses peintures qui était libre de droit dans son catalogue et on trouvait que ça correspondait complètement à l'album, donc au premier album, The Eternal Harvest, donc la moisson éternelle. Et on voit donc cette espèce de figure un peu éthérée avec son char qui vient collecter ce que
ce que l'auditeur veut y déceler. Et pour le second, on a fait appel à une artiste française qui s'appelle Soso Tozo, auquel on était également sensible. Sauf que là, on a vraiment participé au processus de création. C'est vraiment une œuvre qui a été créée pour l'album. Donc, on lui a transmis un petit peu un cahier des charges assez strict quand même, tout en lui laissant un espace de liberté. Et on estime qu'elle a vraiment parfaitement répondu à cet album. Cet album s'appelle An Arrow to the Sun. Donc, une flèche tirée vers le soleil. Et je pense que le visuel parle de lui-même quand on regarde la pochette. Oui, effectivement, y compris avec la dimension épique que tu as citée en introduction. Voilà, c'était voulu et on pense que l'ensemble est assez cohérent. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce disque. Ouais. Et avant de parler à proprement parler de littérature, au niveau de tes inspirations et de vos inspirations à vous deux, en dehors des livres, en termes de photos, de cinéma, de peinture, de musique aussi, quelles seraient-elles? Quels sont un peu les courants qui vous nourrissent? Alors je ne vais pas trop parler pour Az, parce que étonnamment, on a des goûts assez différents. En musique, on se retrouve, mais sinon, en termes d'art, on a quand même des particularités, mais tout arrive à se regrouper pour faire un ensemble assez cohérent quand même. En termes de musique, bon, sans être très original, on écoute quand même les cadors du black metal, et puis on écoute également beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, assez fidèles effectivement au carcan, plutôt au code, on va dire, établi dans les années 80-90. Mais également des choses plus progressives. Et je pense que ça s'entend un petit peu dans la musique. On aime bien ne pas se laisser de barrière. On est un peu sensible à de nombreux styles. Alors, on veut pas non plus que ce soit une bouillie qui pioche un petit peu partout. On essaie de rester cohérent, mais on se laisse aucune limite au niveau de l'inspiration musicale. Je garde la littérature pour plus tard. Moi, je dirais que je suis très sensible à l'histoire en général. En fait, je suis prof d'histoire à côté. D'accord. Et donc, j'essaye de ne pas justement trop mêler de personnel avec la musique, mais en tout cas l'histoire avec un grand H est, je pense, le projet d'inspiration le plus important. Je pense pas que le cinéma, même si on est tous les deux des amateurs de cinéma, je pense pas que le cinéma ne intervienne dedans. En tout cas, j'en ai pas forcément confiance pour le moment. Pour la peinture, par contre, effectivement, je sais pas s'il y aura un courant particulier, mais c'est vrai que les peintres français des 17e et 18e résonnent beaucoup. En tout cas, dans l'aspect peut-être un peu tragique, un petit peu à la fois romantique et à la fois violent. Je pense que ça se devine en fait derrière les deux peintures on a choisi pour illustrer notre musique. Oui, il y a quelques pistes effectivement qui sont données. Et maintenant, on passe au livre, puisque les paroles sont très écrites. On sent qu'il y a une richesse littéraire derrière les paroles et l'univers en général. Quelles sont un peu les lectures qui t'ont le plus marqué et qui continuent de te marquer aujourd'hui? Alors, il faut que répondre en deux temps, parce qu'il y a, étonnamment, je pense que les lectures qui m'ont le plus marqué, c'est des lectures qui ne m'ont pas forcément inspiré parmi les thématiques. On pourra parler après de mes œuvres favorites. Mais en tout cas, si je prends le cas du deuxième album, il faut vraiment remonter aux œuvres des premiers grands écrivains grecs. Et je pense que l'Iliade est le point de départ en fait de An Arrow to the Sun. Et en fait, c'est pas un hasard si justement on a sélectionné des citations de cette œuvre pour les mettre un petit peu partout dans le livret. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est la première œuvre littéraire de l'humanité. Oui. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les thématiques qui sont évoquées dans l'Iliade sont intemporelles et peuvent être retrouvées, peuvent être assimilées, peuvent être appliquées à ce qu'on appelle la course de l'histoire, à la course du temps, en fait, cet éternel recommencement avec les éternels mêmes enjeux. Et donc ça me fascine pour le coup. Et je pense que sans vouloir y appliquer une époque particulière, un lieu particulier, des personnages particuliers, c'est cette trame un petit peu, cette boucle intemporelle qui me fascine dans l'Iliade et qui se retranscrit un petit peu dans les paroles.
et notamment la mythologie grecque en général. Je pense qu'on peut vraiment rapprocher les paroles de un peu du mythe de Phaéton, donc celui qui se rapproche un peu trop près du soleil et donc qui finit brûlé par Zeus, ou bien le mythe d'Icare. Donc tout ce lien un petit peu entre l'humanité justement et le rapport au divin, Oui. qui est toujours un peu puni pour s'être un peu trop approché de l'inatteignable. En fait, ce qu'il faut savoir dans les textes, c'est que c'est un peu perçu comme une suite. Alors, je sais pas si le troisième album sera la suite du second, mais en tout cas, le premier album, c'est plutôt une musique fataliste, un petit peu, qui donc est un peu résigné face à la course du temps, qui se pense un petit peu, on va dire, personnel, libre, mais qui en fait n'est que la marionnette un petit peu de divinité supérieure. Et en fait, le deuxième album serait un peu vu comme le sursaut, le cri de révolte. Et donc voilà, ce rapport au divin est quelque chose qui m'inspire énormément. Mais c'est vrai que par rapport à mes lectures en général, on est un peu loin quand même de tout ça. J'essaie quand même de garder une différence entre ce que je veux évoquer dans les textes, qui sont quand même des métaphores assez larges, Oui. et mes lectures qui sont qui piochent un petit peu partout, pour être honnête. Tu as vraiment on va dire un panel de lecture plus large que celle que tu viens de citer. Complètement. Qu'est-ce que seraient aujourd'hui tes auteurs un peu ou univers préférés? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je lis absolument de tout. Je lis de la science-fiction, je lis de la poésie, je lis les écrivains romantiques du 19e, et je lis de l'anticipation. Peut-être que je pourrais partir des œuvres qui m'ont peut-être le plus marqué dans ma jeune vie de lecteur, peut-être. Et puis peut-être qu'on pourrait partir de ça, parce que j'ai pas forcément de courant précis. Oui, c'est plus des Mais livres en tant que tels ou des auteurs. oui. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand j'aime un livre, j'essaie de tout lire après de l'auteur. Parfois, c'était une bonne idée, parfois non. Parfois c'est un one shot. Parfois, effectivement, l'œuvre entière est égale au premier abord que je vais avoir. Non, en fait, j'aime beaucoup les voyages initiatiques, et j'aime beaucoup les constructions personnelles, et j'aime beaucoup la figure de l'anti-héros aussi. Ouais. Et c'est pour ça que je suis très sensible à des écrivains comme John Fante, comme Céline. Mm-hmm. J'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert de ma vie. Mais si je devais sélectionner quelques œuvres, Monstre Eden de Jack London en ferait forcément partie. Ouais. En fait, j'aime bien justement cette construction de la personnalité, et vraiment cette construction qui laisse la part aux failles. En fait, je parlais des écrivains grecs tout à l'heure, mais j'aime bien justement les auteurs qui montrent que leurs héros ne sont pas des dieux grecs en fait, et sont complètement humains et complètement faillibles. Ça me quelque chose qui m'appelle beaucoup. Donc, je pense qu'il y a une thématique un petit peu peut se retrouver là-dedans. Je parlais de science-fiction. Euh, je lis énormément donc de dystopie. Ouais. Alors bon, forcément 1984, George Orwell, etc. Je lis également beaucoup d'ouvrages déprimants, pour être honnête. Ça, Voilà, je pense que c'est le côté black metal qui ressort. ouais, clairement. Alors, le héros tragique, alors que ce soit au travers de la figure des écrivains français à la Maupassant et consorts, mais j'aime beaucoup aussi des œuvres un petit peu comme Le désert des Tartares de Dino Buzzati, ou L'étranger d'Albert Camus. Bon, Camus en général, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais voilà un petit peu les types de héros qui me font ressentir quelque chose, on va dire. Et comment es-tu venu à la lecture? Est-ce que ça a été par le côté obligatoire de l'école? Est-ce que ça a été plus tardif? À quel moment tu es devenu ce lecteur? Alors, je, j'ai toujours lu, même en étant enfant, des ouvrages adaptés à un ado de 12-13 ans. Je pense que ma première grosse prise de conscience que j'aime justement m'enfuir dans des univers imaginaires,
Bah, pour être original, je pense que c'est le Seigneur des Anneaux, où j'ai vraiment été happé dans mon lit, je me souviens, dire à mes potes que je voulais pas sortir justement parce qu'il fallait absolument que je finisse le chapitre. Je pense que c'est ma première trilogie vraiment où je me suis dit bon, il se passe quelque chose quand je suis tout seul avec mes pensées. Et puis après, c'est vrai que très tôt, dans mon cursus scolaire, bon, j'ai fait un bac L, j'avais option littérature. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment révélé à moi et j'ai jamais été contraint de le faire. Et encore aujourd'hui, j'aime justement pouvoir prendre ce temps. C'est pas toujours évident, et pouvoir prendre ce temps justement un peu arrêter justement la course du quotidien et me réfugier dans le livre. Pour toi, c'est quelque chose, la lecture et ce qui te permet de couper entre la vie réelle et... Je pense, alors, les gens autour de moi pourraient me qualifier d'hyperactif parfois. Et je pense que c'est un petit peu la solution que j'ai trouvée justement à calmer mon cerveau. Alors c'est un refuge, mais c'est à la fois aussi une source d'enrichissement personnel et d'ouverture d'esprit. Parfois ça m'arrive ok, bon, je vais dire ça parce que j'ai envie justement de me perfectionner là-dessus. J'ai envie d'écrire dessus, donc je vais le lire dans ce but-là. Mais à la fois, je pense que c'est vraiment c'est davantage une ouverture personnelle, des défis parfois. Oui. Bon, voilà, le temps perdu de Proust, je pense que c'est peut-être un défi aussi. mais voilà, je pense que c'est à la fois un refuge, clairement, un moment nécessaire pour moi pour calmer les idées, le cerveau, et à la fois une source effectivement de connaissances et un puissant fond, et qui est parfois d'ailleurs démoralisant, puisque quand on regarde la pile de livres qui reste à lire, quand on en achète toujours, on se dit bon, où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Et de quelle manière est-ce que tes lectures influencent ton écriture de paroles ou l'écriture des chansons d'une manière un peu plus générale? Est-ce que tu le ressens déjà? Oui. Alors, c'est peut-être sur la forme que sur le fond. Mais en tout cas, je parlais de métaphores tout à l'heure, et moi, je suis très sensible justement aux auteurs et aux autrices qui parviennent à créer des images fortes, et parfois avec peu de mots. Et souvent, les premiers écueils, quand j'ai commencé à écrire, c'est que je voulais dire trop de choses. Je voulais que ça rime, je voulais faire des grandes phrases, et en fait, c'est impossible au moment de les chanter. Donc, il faut couper tout en faisant en sorte que ça reste fort. Oui. Alors, je suis pas idiot, je sais que la recherche des mots est secondaire en fait chez la plupart des auditeurs, surtout dans le black metal où on peut pas comprendre forcément ce qui est chanté ou crié. Mais j'aime bien garder en tout cas cette idée d'image forte, et c'est vrai que souvent ça m'arrive de lire et où il y a une phrase qui fait mouche et qui peut être interprétée de différentes manières, et je me dis c'est ça que je veux faire. Donc je prends 10 000 photos je garde énormément de citations. Et en fait, voilà, je pense que mon style s'est forgé au fur et à mesure, justement dans cette espèce de recherche de chercher des concepts absolus avec des mots qui peuvent être parfois très simples. Alors je dis pas que j'y arrive, loin de là. En tout cas, c'est quelque chose qui m'appelle et auquel j'aspire quand j'écris. Oui, que tu as envie j'imagine, au fur et à mesure de tes lectures, c'est quelque chose qui s'enrichit et qui doit te donner encore plus envie d'avancer dans cette voie. Bien sûr. Comme je disais, j'ai des fichiers Word de citations et alors je vais pas piocher quand j'ai besoin, je pense que tout se met en ordre quand je me dis bon voilà, là j'ai envie d'écrire sur tel morceau vient d'être fini, je vais écrire justement les paroles. Et donc tout d'abord j'établis le concept de l'album, puis après je me dis bon, ce morceau sera consacré à ça, ce morceau sera consacré à ça. Et après effectivement j'aime bien justement rejeter un œil justement à toutes ces citations, toutes ces parcelles de lecture, ces images que j'ai photographiées dans mon esprit. Et justement, je me dis bon voilà, ça c'est voilà, cette manière d'évoquer les mots, c'est une musique qui me parle, et voilà vers ce quoi je veux aller dans ce morceau. Voilà, ce morceau veut être épique, voilà ce que j'ai envie de développer comme image. Ce morceau va être plutôt nostalgique ou triste, voilà ce que je veux développer comme image, etc.
tu pars en fait des images, ce sont les images et les ambiances qui te donnent la tonalité et la direction des paroles que tu vas écrire. Oui, en fait, la structure de chaque album est écrite auparavant. Euh, c'est un petit peu comme une, sans aller jusqu'à être aussi détaillé qu'un roman, mais voilà, il va y avoir, Bah, un plan. voilà, Ouais. complètement un plan avec, je vais pas jusqu'à dire des péripéties, mais je sais où doivent être les climax, en accord avec la musique, hein, bien entendu. Donc le plan musical est créé en amont, le plan thématique est créé en amont, et après voilà, je sais que voilà, le morceau 2 va parler de ça, le morceau 3 doit finir comme ça, doit commencer comme ça. Et après voilà, j'ai ma partition, et après il faut justement que j'y mette les notes, quoi. Et quand tu dis que l'aspect musical est en amont, ça va être la tonalité du morceau, s'il va être un peu plus épique, un peu plus calme, un peu plus atmosphérique. Exactement. Et Exactement. donc, tes paroles sont liées à ça, et c'est une fois que tu as ce plan que tu sais dans quelle direction aller pour tes paroles. Voilà. Et c'est vrai que généralement, alors ça m'arrive parfois d'avoir un couplet en amont que je mets dans un coin de ma tête et je me dis bon, on verra où je pourrais le mettre parce que des fois là les mots arrivent et je les garde. Mais majoritairement, c'est vrai que je me mets à écrire le morceau une fois que la structure musicale est écrite. Et donc c'est à ce moment-là, je me dis bon ben voilà, là il y a ce pont qui est mélodique, il faut que les paroles soient de ce type-là. J'ai la thématique du morceau, mais voilà comment je vais l'agencer dans le morceau. Et j'espère vraiment, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, que les paroles, justement, fassent écho à l'ambiance qu'on veut retranscrire dans la musique. Oui. C'est pas toujours évident. Non, j'imagine, ça doit rajouter des défis et des contraintes supplémentaires. Bien sûr. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et des fois, on me dit, mais est-ce que tu te prends pas peut-être trop la tête, justement, par rapport à reste du black metal? Mais je pense que j'aurais un sentiment de d'inachevé si je négligeais cette partie. Alors est-ce que c'est un biais professionnel ou quoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je conçois quand je dis c'est on conçoit la musique comme un absolu et tout doit être réfléchi et je pense que tout a sa place dans le processus créatif, quoi. Oui, tout s'enrichit, l'ambiance musicale est enrichie par les paroles et inversement, et c'est ce qui forme aussi la personnalité d'un groupe par rapport à un autre. Oui, voilà, complètement. Et puis c'est aussi alors c'est pas pour ça principalement, mais c'est vrai que ça récompense aussi la personne qui va acheter le vinyle ou le CD et puis qui va ouvrir un petit peu le livret et puis qui va comprendre encore plus justement l'univers du projet. Et puis même, c'est vrai que ça fait sens aussi, moi qui suis sur scène et qui chante les paroles, bon bah, ça m'aide de savoir que j'incarne avec mes mots, justement la musique et que les deux soient pas complètement déconnectés, là. Ça aurait pas de sens, selon moi. Oui, non, j'imagine, ce serait un peu bizarre. Effectivement. Et c'est pas comme Et, ça que je peux le concevoir. et si tu devais emporter 3 livres sur une île déserte, déjà, est-ce que ce serait possible de n'en emporter que 3? Et non, hein. Non, non, non. Et, bah, je vais pas le remettre, mais c'est vrai que je pense que dans cette longue liste, il y aurait forcément Martin Eden de Jack London. Ouais. Bah, vu que je suis tout seul sur une île déserte, je pense que je prendrais 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est vrai que le réalisme magique, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'adore toute son œuvre. Et j'aurai le temps de le lire et le relire, ce gros pavé. Hmm. Euh, je pense que je ne pourrais pas partir sans emmener l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Ouais. Kundera, c'est, je pense, un de mes auteurs favoris. Sa manière de mêler le tragique et l'absurde en 2 pages m'a toujours fasciné. Cette histoire est magnifique, même si elle illustre absolument tout le travers du genre humain. Je trouve cette histoire fascinante. Bah, je parle beaucoup d'auteurs qui sont morts. Moi, j'aime beaucoup Alain Damasio. Et c'est vrai que lors du Contrevent, ça a été un sacré pavé que j'ai ramassé quand je l'ai lu. Ouais. Donc je pourrais l'emmener pour emmener Voyage au bout de la nuit de Céline. Je pourrais emmener Crime et Châtiment de Dostoïevski. Bon, il faut que je parte avec de sacrés bagages.
Oui, là c'est plus le radeau là qu'il faudrait, c'est le. Ah oui. Je pourrais me faire un radeau de livres, mais bon, je doute que ça dure très longtemps. Et en ce moment, que lis-tu? Quel serait un petit peu ton dernier coup de cœur ou dernière découverte surprise, peu importe que ce soit des auteurs ou autrices vivantes ou mortes? Bah, pour être honnête, j'ai fini hier soir Pour seul cortège de Laurent Godet, Ouais. qui est un auteur que j'aime particulièrement. Et dans cet ouvrage, il réinvente un petit peu, où il adapte plutôt les derniers jours d'Alexandre et justement le partage de son empire par le Médiadoc. Toujours avec beaucoup de poésie et d'images très fortes. Non, mon dernier grand coup de cœur, c'est un auteur islandais qui s'appelle John Kalman Stephenson. Et j'ai absolument mangé sa biographie en l'espace de quelques mois. Donc je le conseille à ceux qui nous écouteront, hein. Cet auteur est juste incroyable. Donc, John Kalman Stephenson. Et puis en dernier gros coup de cœur récemment, peut-être Anima de Wajim Mouawad, Ouais. où il suit justement une histoire assez sanglante, hein, comme une à l'auteur, mais à travers le prisme du regard des animaux qui sont dans les pièces, dans les espaces. Et donc c'est une expérience de lecture complètement folle. Donc c'est pareil, je le recommande, même s'il faut parfois avoir les sens un petit peu accrochés, parce qu'il aime mêler la poésie à la violence, on va dire. Et c'est très différent de tout ce que tu cites comme livre. Qu'est-ce qui déclenche ta curiosité, ta pure curiosité de lecteur et ton envie de te plonger, quelle que soit Ouais. la longueur du livre, de te plonger dedans? Alors bah ça va être pas mal de choses. Ça va être j'écoute un podcast, une personne va citer des livres, je vais noter, et je vais me dire bon mais il faut que j'aille voir de plus près. Donc dans les bibliothèques, dans les librairies pardon, je tombe dessus et puis je vais l'acheter, et puis ça va être sur un coin de mon étagère, et puis quand j'ai fini mon livre, eh bien je vais en prendre un autre et je regarde de ce qui est à lire, et c'est selon l'inspiration. Alors je peux avoir des phases, hein. Et puis des fois je n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que je fais une indigestion et je change. Ça peut être des conseils d'amis. Je suis quand même entouré de bons lecteurs et de bonnes lectrices. Donc on se donne des conseils ou des recommandations. Et donc et j'aime beaucoup. Je pense que lire de la littérature est par définition un art qui se partage, qui doit se partager. Même si c'est quelque chose de personnel, parce qu'on est généralement seul à lire. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qui peut alimenter des conversations à plusieurs de manière assez riche et intéressante. Donc voilà, il y a vraiment aucune logique. Aucune logique. En fait, j'ai trop souffert pendant mes études parfois de devoir lire beaucoup de livres sur un sujet parce qu'il le fallait. Et maintenant, je me refuse complètement de faire ça. Je veux rester libre dans mes choix littéraires. Je pense que c'est la clé pour apprécier un livre, d'ailleurs. Oui, effectivement, de le choisir de son plein gré, juste parce qu'on a envie de le lire, ça reste la meilleure raison de lire un livre. Voilà. Et quand mes élèves me disent justement, monsieur, on doit dire ça, qu'est-ce que c'est chiant, je dois aller dans le sens de mes collègues, mais je comprends. Je comprends. Je comprends personnellement. Eh ben, je te remercie pour cet échange et ces multiples suggestions de lecture. Ma propre pile à lire risque de dangereusement s'aggraver. Bon, bah, c'est ce qui doit être positif.